11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on aimerait bien que les choses soient claires, c'est blanc ou c'est noir. Eh bien non, c'est pas comme ça parce que l'être humain, plus que tout autre animal, est complexe et il est très difficile de faire des généralités. Néanmoins, je vous rassure, il y a quand même quelques différences entre le genre masculin et le genre féminin. Comme il y a des différences entre baiser un soir avec un inconnu ou une inconnue et faire l'amour avec celui ou celle qu'on aime. Eh bien, c'est ce dont va nous parler notre invitée Aurore Mallet-Carras, parce qu'elle est certes sexologue, mais elle a également un statut de docteur en neurosciences cognitives, et donc elle va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre cœur peut-être aussi, lorsque on est amoureux, lorsqu'on a une relation sexuelle. Mais peut-être qu'il faut aussi d'abord revenir sur le terme cognitif, un terme qui s'applique particulièrement à la sexualité humaine, parce que contrairement à l'animal, la sexualité humaine se construit en fonction de notre enfance, donc des expériences, et puis aussi de notre adolescence, de notre âge adulte, et ces expériences, elles sont parfois bonnes, parfois mauvaises. En tout cas, notre but durant ces 2 heures sera de vous expliquer comment fonctionne l'amour, la passion, le sexe, la pulsion. Je suis pas sûre qu'il suffira de 2 heures. En tout cas, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, eh bien, on vous attend au 0826 300 300 Aurore Mallet-Carras. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes une jeune sexologue. Je dis jeune par rapport à moi. Et vous êtes l'autrice de ce livre Cerveau, sexe et amour aux éditions Humaine Science. Et écoutez, bravo, parce que c'est un peu à contre-courant. Aujourd'hui, on a envie d'entendre, et d'ailleurs ceux qui le disent ont droit beaucoup plus à la parole sur les réseaux sociaux, qu'un homme et une femme, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Si, quand même. Merci déjà de m'avoir reçu. Oui, il y a des similitudes et des différences. C'est exactement ce que vous disiez au départ. Il y a quand même des différences, mais ça va dépendre de l'échelle à laquelle on va le mesurer et sur quels paramètres on va aller chercher ces différences. Mais il y a quand même des choses à dire. Justement, dites-les. Qu'est-ce qui vous paraît actuellement ? On va essayer d'être très concret pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on entend tellement de bêtises. Qu'est-ce qui vous paraît le plus stupide dans ce qu'on entend aujourd'hui par rapport aux hommes et aux femmes et par rapport à notre sujet, l'amour, bien sûr. Je pense que ce que moi j'entends de plus, c'est pas tellement des choses précises, c'est une attitude générale où on va essayer de presque monter les hommes contre les femmes, ou les tenants de tout est acquis ou tout est inné, ou tout est biologique ou tout est culturel, et c'est quand précisément on va essayer d'avoir cette vision trop clivée et trop en opposant l'un et l'autre qu'en fait on va dire de grosses bêtises. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Le terme de cognitif, il est très important, et il est très important aussi pour l'amour, pour la sexualité. C'est des choses qui se construisent, et elles se construisent à partir d'un cadre, à partir d'outils, sur des choses qui sont concrètes et qui sont biologiques. Et c'est important de comprendre les deux. C'est très important ce que vous dites, et je suis sûre qu'il y a déjà plein de gens qui nous perdent. Aurore Mallet-Carras, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que entre le moment de notre naissance et le moment où on va avoir notre première relation sexuelle, eh bien, ce que on va vivre va influencer notre sexualité, ce qui n'est pas le cas de l'animal. L'animal, il a sa pulsion, il va se reproduire, et puis basta. Exactement. En fait, là, la distinction, c'est une distinction que vous employez d'ailleurs aussi ici souvent, c'est la différence entre sexualité pure et dure et l'érotisme. À partir du moment où on va aller chercher autre chose que de la procréation, ce que fait l'animal, on va aller chercher de l'émotion, de donner un sens à notre vie, à notre relation, à notre échange amoureux. Et là, on va être dans quelque chose de différent qui s'appelle de l'érotisme ou de l'amour, et qui va nous distinguer totalement de l'animal. Et c'est là où on peut en effet évoluer dans sa sexualité, si on accepte de comprendre qu'on est responsable finalement de sa sexualité, et qu'il ne faut pas se laisser dominer par ses pulsions. On pourrait dire ça aussi. C'est une très très bonne remarque, et c'est vrai que c'est pas toujours bien compris pour chaque individu, de voir à quel point en fait la société va nous éduquer ou pas bien à maîtriser ou pas ses pulsions, quels mots, quel regard on va porter sur notre corps. Et c'est aussi une part d'animal en nous qu'on n'aime
pas voir aussi. La société n'a pas du tout envie de voir cette part d'animalité. Et pourtant, elle est là et on doit apprendre à bien la regarder, bien la comprendre pour bien la maîtriser. Exactement, et c'est là où on parle évidemment de la pulsion virile masculine qui parfois pousse certains hommes à violer, et là c'est évidemment inacceptable, mais la pulsion masculine est en règle générale biologiquement plus forte que la pulsion féminine. Vous êtes d'accord avec ça? Alors ça c'est un débat, et là, le débat est de savoir si c'est réellement biologiquement le cas, ou si c'est parce que la société permet et que du coup les hommes se permettent un peu tout, parce que les femmes ont aussi des élans, elles peuvent aussi avoir des pulsions très très fortes, et c'est pas si simple. Il y a beaucoup aussi des périodes dans la vie où les femmes vont être plus à l'aise avec leur... Notamment quand elles ont envie d'être enceintes. Notamment quand elles ont envie d'avoir un enfant, tout à fait. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas déjà en train un peu de confondre pulsion et désir? Alors, c'est précisément ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que en fait, pour que tout le monde, la société se calme un petit peu sur ces débats, c'est de montrer aussi comment nous, scientifiques, on a du mal à bien mesurer ces choses-là, parce qu'on a du mal à bien construire nos expériences pour bien faire cette différence. Et c'est vrai qu'il y a des articles qui sont pas très très clairs sur ces différences-là. Donc justement, elle est très très délicate, nous dans nos têtes, donc forcément en laboratoire ça va amener aussi à des questions, et ce que moi je voudrais, c'est que les gens ne se comment dire, on a des personnes qui travaillent toute une vie, qui n'arrivent pas à répondre à ces questions. Peut-être à nous aussi d'être un peu humbles aussi, de pas arriver avec des réponses toutes faites. Et puis vous évoquez évidemment toute l'importance des hormones, enfin tout ce qui se passe sur le plan hormonal. Là c'est pareil, hein, c'est très complexe, parce que moi j'aime bien d'ailleurs ce que dit Christian Jamin, qui est endocrinologue. Il dit finalement les hormones ce ne sont que des messagers. Oui. Vous êtes assez d'accord avec ça, j'imagine? Tout à fait le cas, bien sûr. Ce ne sont que des messagers. C'est intéressant, plus ou moins clair dans leur langage. Exactement. En fait, c'est nous, on a du mal à comprendre le langage de notre chimie. Mais ce qui est très intéressant sur la question des hormones, parce que souvent, c'est des arguments qui vont être utilisés un peu à tort et à travers. Vous avez raison, oui. Et il y a beaucoup de fausses idées qui circulent. Et en fait, en neurosciences, maintenant, on a appris beaucoup de choses sur les hormones, et on a des réponses qui viennent un peu contredire ce qu'on pensait aussi avant, notamment sur le fait que la femme, elle est ingérable parce qu'elle a ses cycles hormonaux. En réalité, ce que va montrer la science, c'est que les cycles, comme ils sont relativement réguliers pour la plupart des femmes, les femmes peuvent être prédictibles, alors que les hommes, en fait, leur testostérone, elle va varier énormément, et en fonction de plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui vont aller de est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont divorcés, est-ce qu'ils ont 1 ou 2 ou 3 enfants, est-ce que leur équipe de foot a gagné à la télé. Donc en fait, d'un point de vue hormonal, les hommes ne sont pas si prédictibles que ça. Et vous avez raison, quand on sait comment le nombre de violences conjugales le soir d'un match, quand leur équipe a perdu, et on voit bien à quel point là, la testostérone agit négativement sur l'homme, évidemment. Bon, en tout cas, on va avoir évidemment beaucoup de questions, j'imagine, hein, beaucoup d'hommes, de femmes qui vont essayer de mieux comprendre ce qui se passe, et comment on s'aime, comment on fait l'amour ensemble. Et si vous avez envie, évidemment, de poser des questions à Aurore Mallet-Carras, qui est avec nous jusqu'à 16h, vous nous appelez au 0826 300 300. C'est Barbara qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Edwige Diaz, bonjour. Alors, nouveau gouvernement, enfin? Oui, enfin un gouvernement, il était temps. Finalement, on a revoté, mais pour qu'il n'y ait pas beaucoup de changements. En fait, les LR étaient la béquille d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, ce sont les macronistes qui deviennent la béquille des LR. Sud Radio, parlons vrai. Chez Poltrone Sofa, un canapé avec relax électrique, 799 €. Un canapé lit, 799 €. Et un canapé d'angle, 799 €. Devinez les prix avec les poufs coulissants. Venez chez Poltrone Sofa, la collection mémorable est à 799 €. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Quand on est parent, on veut toujours protéger ses enfants, évidemment. Mais on ne sait pas toujours très bien comment. En tout cas, pour les protéger des cancers HPV, c'est simple. On peut les faire vacciner chez un médecin, un pharmacien, une sage-femme, un infirmier ou dans un centre de vaccination. La vaccination est recommandée pour les filles et les garçons dès 11 ans. Et désormais, elle est proposée gratuitement dans les collèges aux élèves de 5e.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut national du cancer. Chez Picard, cela fait 50 ans que nous nous engageons à défendre l'amour du bon. Pour vous permettre de manger mieux et au meilleur prix chaque jour, avec notamment 350 produits à moins de 3 €. Pour nos 50 ans, célébrez avec nous le bon à petit prix. Et profitez jusqu'au 6 octobre de 50% de remise sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, sur une large sélection de produits comme notre plat Formule Express mini penne chorizo et sauce tomate. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Pour ceux qui aiment les petites comme les grandes attentions, et surtout tous ceux qui aiment les partager, Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi présente En Famille, votre nouveau programme fidélité. Plus généreux, plus collectif, plus engagé. Marquez des points même sans dépenser, échangez-les contre de superbes récompenses ou partagez-les avec vos proches. C'est bon d'être en famille. Kiabi, la mode à petit prix. Conditions kiabi.com. Que vous soyez chien, chat, poisson, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour Maxi-Zoo, c'est le bonheur de vos animaux. En ce moment chez Maxi-Zoo, le sac de croquettes Royal Canin à Petite Contrôle Care 3,5 kg pour chat est en promotion au prix de 35,99 € au lieu de 39,99 €, soit 10% de remise. Maxi-Zoo, tout pour vos animaux. Réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie aliments pour animaux, soit 10,28 € le kilo. Promo valable jusqu'au 29 septembre en magasin et sur maxizoo.fr. Si tu dors mal à cause des stores en panne, Service Store trouve la pièce qui te dépanne. 2000 pièces made in France ou en Europe. Moteur de store, volet roulant, toujours au top. Alors pour un sommeil réparateur, répare tes stores chez un leader. Connecte-toi sur servicestore.com. Servicestore.com, choix et qualité, c'est tout comme. Il était une fois un jeune prince en quête de légumes bien frais pour essayer ses nouvelles poêles flamboyantes, mais sans se ruiner. Son chef cuisinier lui conseilla alors les carottes Origine France à 1,35 € le sachet de 1,5 kg chez Aldi. Un peu d'huile, une pincée de sel, et voilà, les carottes sont cuites. Et le portefeuille épargné. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. En ce moment chez Aldi, 90 centimes le kilo, offre valable jusqu'au samedi 28 septembre. Info sur aldi.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Aurore Mallet-Carras, autrice de ce livre Cerveau, sexe et amour, aux éditions Humaine Science, qui nous explique donc biologiquement ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est un ou une trans, etc. etc. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations si vous avez envie de un peu mieux comprendre ce qui se passe chez l'être humain. Et nous sommes avec Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Brigitte, bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour. Eh bien, allez-y, vous êtes en relation avec un homme mâle alpha, c'est ça ? Oui, je suis en relation depuis 18 ans avec un homme que je dirais qui est mâle alpha et avec qui c'est quand même un partenaire extraordinaire parce que je suis toujours amoureuse de lui depuis tout ce temps et on a une connexion intime et physique qui est pour moi hors norme puisque j'avais jamais connu ça avant de le connaître. Enfin, je l'ai rencontré, j'avais 38 ans, j'en ai 55 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a une intimité très très intense. Enfin, on vit pas ensemble. Alors, est-ce que ça explique aussi cela ? On se voit régulièrement, mais pas que pour faire l'amour, pour aussi avoir des moments ensemble au restaurant. On se parle beaucoup, on s'appelle matin et soir, et ce depuis toutes ces années, voilà. On a une énergie ensemble, émotionnelle et intense qui nous nourrit en fait, tous les deux. Et vous êtes heureuse, Barbara ? Oui, moi je suis heureuse avec ce partenaire. Bon, parfois il est, comme c'est un mâle alpha, il n'est pas toujours fidèle, mais avec moi, c'est un petit peu particulier. On a une connexion qui est particulière, forte. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'être la principale, si je puis dire. Oui. Et ça vous nourrit, finalement ? Oui, finalement, ça me nourrit parce que
on a cette connexion émotionnelle et physique qui est intense, ouais, intense. Et vous l'excusez d'être infidèle parce que c'est un mâle alpha? Alors je l'excuse, non, je l'excuse pas. En tout cas, vous l'acceptez parce que c'est un. J'ai fini par l'accepter parce que je pense qu'il en a besoin. Il a cette quête de séduire. C'est un homme séducteur et séduisant. Après, voilà, on a cette connexion qui est particulière. D'ailleurs, il le reconnaît. Hein, il me dit quand même aussi qu'avec moi, c'est différent. On se connaît bien et on arrive à nourrir tout le temps cette intimité au travers des années. Alors, comme vous vous appelez Barbara, je pense que vous avez peut-être envie que Aurore Mallet-Carras vous donne quelques précisions sur ce que serait un mâle alpha. Oui. Alors, un mâle alpha, c'est un terme qui a été beaucoup récupéré, qui est utilisé pour, dénommer un mâle qui serait dominant par rapport aux autres. Alors, il faut aussi comprendre que d'un point de vue de la recherche scientifique, ce terme, il a été beaucoup remis en question. Il est assez dévoyé aussi dans le langage actuel. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'autoproclamer mâle alpha, qui le sont peut-être pas nécessairement. Et moi, quand j'entends ce genre de choses, et vous n'êtes pas la seule femme qui m'amène ce type de discours en cabinet ou même de couple. Moi, la seule chose que d'abord j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous êtes satisfaite de cette relation-là et pourquoi est-ce que ce terme-là est utilisé comme justificatif d'une activité ou de relation parallèle? Alors oui, il faudrait lui poser la question à lui, pourquoi il va vers d'autres femmes. Mais je pense que c'est un besoin de plaire, etc. Mais c'est vrai que on a une connexion intellectuelle. Physique. Mais est-ce que c'est vous ou c'est lui qui se prénomme mâle alpha? Non, lui, il ne le dit pas. D'accord. Donc c'est vous. Donc dans votre. J'ai eu des partenaires. Excusez-moi. Pardon, oui, je vous coupe. Et j'ai eu des partenaires avec qui il a été, qui me disaient qu'effectivement, au niveau sexuellement parlant, il était performant et voilà. Il y avait ce côté-là. Ouais. Alors, sur la précision du terme de mâle alpha n'a aucun rapport avec la performance sexuelle. C'est vraiment dans une notion de hiérarchie dans la société, dans le groupe, en général, par rapport aux autres mâles. Mais c'est vrai qu'il est séducteur et séduisant et il plaît aux femmes, voilà. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est plus un Don Juan ou un Casanova, si je puis dire, qu'un mâle alpha. On pourrait dire. En revanche, ce qui vous fait dire peut-être que c'est un mâle alpha, c'est que vous le trouvez très viril, donc assez boosté par la testostérone. Voilà, il est viril, c'est un bel homme. Il est, voilà. Mais Barbara, écoutez, entre nous, mais là, ça n'est qu'entre nous. Je crois que vous êtes très fière que vous soyez la favorite de ce mâle alpha. Oui, quelque part, oui, ça me flatte, oui, quelque part. Bien sûr. Mais c'est formidable parce que d'une infidélité qui pourrait vous faire terriblement souffrir, vous en avez fait j'en doute pas. Au début. Ça, je n'en doute pas, mais vous avez réussi à en faire quelque chose qui vous narcissise. Oui, quelque part, oui, aujourd'hui, oui. Et puis bon, je l'ai accepté parce que je sais comme il me le dit d'ailleurs, il revient toujours vers moi, et c'est vrai. Alors, je vais vous dire un petit secret, mais surtout ne lui dites pas parce qu'il va s'écrouler sinon. Vous savez que derrière ce besoin de séduire beaucoup d'autres personnes, c'est quand même un besoin de se rassurer sur son plan d'identité et de confiance en soi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, il est bien moins mâle alpha que vous croyez. Hein. Vous êtes d'accord, Aurore? Oui, bien sûr. Après, ce qui est important, c'est que vous soyez bien tous les deux, que vous y trouviez votre compte, et surtout que vous ne soyez pas lésés, que vous racontiez pas, d'histoire. Mais de ce que j'entends dans votre discours, c'est exactement ce que vient de dire Brigitte. C'est flatteur pour vous. Oui, quelque part, bien sûr, parce que je suis choisie, et puis malgré qu'il ait de temps en temps
des personnes tierces au milieu de notre relation, je sais que j'ai toujours une place particulière dans sa vie. Ouais. Et qui revient tout le temps. Enfin, on est toujours en lien, voilà, malgré tout. Oui, mais votre, vous voyez, c'est bravo Barbara, parce que vous avez réussi à dépasser votre possessivité. Vous avez certainement quand même une assez bonne confiance en vous qui vous permet de. Alors au début, je ne l'avais pas. J'étais en dépendance affective, mais j'ai guéri cette dépendance affective. Bravo, parce que de cette relation qui était certainement compliquée, vous en avez fait un parcours initiatique. Moi, je suis toujours, moi, je suis toujours admirative, parce que de quelque chose qui aurait pu vous écrouler, vous en avez fait une force. Ça. Et à sa décharge, il m'a quand même, il m'a donné confiance en moi. Il m'a permis parce que j'avais pas confiance en moi, il a permis quand même, il était quand même très. Il vous a montré et vous avez su. C'est quand même vous. Il m'a montré, il m'a accompagné aussi en me disant que que j'avais du potentiel, des qualités et puis qu'on avait une intimité aussi très riche, une complicité inouïe. Il vous a rendu femme, Barbara. Ça vous va comme conclusion? Ouais, c'est génial. Ouais, il n'y a rien de plus joli, oui. Merci. C'est nous. Merci, c'est joli témoignage. Merci. Oui. Bon. On continue dans un instant. Merci le Love beaucoup. Conseil. Est-ce que nous serions tous bisexuels? Voilà aussi un vrai débat que les neurosciences pourraient s'emparer. Et puis vous pouvez nous appeler, bien sûr, si vous avez envie de poser des questions. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors évidemment, Aurore Mallet-Carras, en tant que docteur en neurosciences, je vous invite à réagir à ce Love Conseil. Serions-nous tous bisexuels? Alors, moi, je vais commencer comme ça. Normalement, quand on vient au monde, on est né d'un père et d'une mère, donc on aime un homme et une femme au début de notre existence. Donc quoi de plus normal que d'aimer les hommes et d'aimer les femmes? Bon, en fait, je pourrais même dire que si un être humain a un vrai problème avec les hommes ou avec les femmes, c'est généralement parce qu'il a un sérieux problème à régler. Mais on va évidemment, dans ce Love Conseil, parler d'amour, d'affection et non pas d'attirance charnelle. Parce que le terme bisexuel, en général, en tout cas aujourd'hui, dans le langage courant, ça indique un désir sexuel pour les deux sexes. Vous êtes d'accord à peu près avec ça? Oui. Bon, donc c'est pas si fréquent. Normalement, pour l'instant, la norme, c'est plutôt l'hétérosexualité. Même si évidemment on accepte beaucoup mieux et tant mieux aujourd'hui l'homosexualité, mais elle existe de toute façon depuis toujours aussi. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'elle existe aussi dans le monde animal. Exactement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, une personne qui se dit bisexuelle, c'est une personne qui aurait des désirs sexuels pour les deux sexes. Mais alors, ce qui est intéressant à remarquer, et en tout cas que j'ai remarqué depuis une bonne quarantaine d'années, c'est que souvent, les personnes qui sont bisexuelles ont une attirance amoureuse pour un sexe plus particulièrement, en général d'ailleurs pour l'autre sexe, et une attirance sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir une relation affective, amoureuse, sexuelle avec quelqu'un de l'autre sexe et des rapports sexuels avec quelqu'un de leur sexe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est quand même la majorité. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Alors, j'observe la même chose, d'un point de vue très, dans ma vie en cabinet, etc. Néanmoins, c'est très intéressant. Le sujet de la bisexualité moi, c'est un sujet qui me passionne. On a peu de choses, en fait, encore en recherche. C'est dans toutes les orientations sexuelles et romantiques, c'est ce sur quoi on a le moins de documentation. Donc, c'est un sujet qui est absolument passionnant. Et j'aime beaucoup la distinction que vous faites envers ce qu'on appelle l'orientation sexuelle et l'orientation romantique. Et oui, évidemment, il y a une différence entre les deux. Et quand on va aller gratter un tout petit peu, les rares études qui ont fait ça ont montré qu'il va y avoir vraiment des différences. Et vous avez très très bien dit au départ, on se construit
en général avec des personnes autour de nous c'est mieux d'ailleurs, des deux sexes et des deux genres. Et donc du coup, on voit que dans le développement de l'enfant, au départ, l'orientation sexuelle ou romantique, parce que d'abord les enfants ont plus d'orientation romantique, vont pas être un petit peu aveugles sur la question de c'est un garçon, c'est une fille. On s'en fiche un petit peu. C'est plus la personne qui va les attirer. Si la personne est gentille, rigolote, charismatique. Oui, vous avez raison. Et ça peut être le parent, mais ça peut être le grand-père, la grand-mère, l'oncle. Un camarade de classe ou une camarade de classe. Absolument. Voilà. Donc la notion de bisexualité comme espèce de point de départ un peu commun à tout le monde, c'est une hypothèse qui est très très sérieuse et qui est fondée et ce qui mériterait beaucoup plus de recherche. J'aimerais bien vous dire dans quelques années avec une réponse. Ça viendra. Voilà. Mais je crois, enfin c'est ce que j'ai un peu envie de transmettre pour ce Love Conseil, Aurore Mallet-Carras, c'est que finalement, normalement, on doit ne pas avoir de problème ni avec un sexe, ni avec son sexe, ni avec l'autre. Et s'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre et régler. Ça peut être le cas, oui. C'est juste ça. C'est un vrai problème, une vraie aversion très... Et d'ailleurs, on voit, je pense notamment aux femmes qui ont subi des abus sexuels dans l'enfance, qui deviennent lesbiennes, et en fait c'est à cause des abus qu'elles deviennent lesbiennes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auraient pas eu une attirance pour les femmes, mais si elles rejettent autant les hommes, c'est parce qu'elles ont subi un traumatisme fort par rapport à un homme. Alors ça, c'est ce que vous montrez certaines statistiques, et moi j'aime bien justement parler parce que ça c'est des questions qui reviennent beaucoup. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, et je vais avoir beaucoup de personnes homosexuelles, hommes et femmes, qui vont me poser cette question. Et ce que montre aussi la recherche, c'est que quand on a subi un traumatisme, qu'il soit sexuel ou autre d'ailleurs, on va avoir tendance à se retrancher vers quelque chose qui est déjà présent en nous. Mais bien sûr. Et donc je fais toujours un parallèle, par exemple des personnes qui peuvent être tendance à être un peu maniaques, vont devenir encore plus maniaques sur des questions de propreté, ou des personnes qui vont être un peu plus, au contraire plus cool et plutôt à se laisser aller sur l'emploi du temps ou sur le rangement de la maison, vont, après un traumatisme, tendance à aller plus dans cette tendance-là. Donc c'est important de montrer aussi que ce que peut faire dans ce cas le traumatisme, ça n'est pas créer quelque chose, mais pousser vers quelque chose qui était déjà présent au départ, parce que pour le coup, là, d'un point de vue naturel, la bisexualité est tout à fait naturelle. Eh bien, on continue avec Michel qui nous rejoint. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Aurore. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, Michel. Donc, vous avez été mariée 2 fois, mais ça n'a pas suffi. Vous êtes aujourd'hui avec un 3e compagnon, c'est ça ? Oui. C'est bien, attendez, jamais 203, Michel. On est dans la diversité. Exactement. Et c'est là qu'on se rend compte que tous les hommes ne sont pas pareils, ils ne communiquent pas pareil. Eh oui. Et je pense que aussi, avec l'âge, on s'assasie et on est beaucoup plus dans la communication que quand on est beaucoup plus jeune. En tout cas, pour ma part. Et quand j'échange avec des amis, c'est la même chose. En fait, on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libéré et beaucoup plus à l'écoute de nos désirs à nous, femmes. Et je trouve que il y a des hommes qui font attention aux désirs de l'autre et d'autres qui sont complètement égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et qu'à leur plaisir. Donc effectivement, on pense différemment et je pense que c'est pas une science exacte pour tout le monde parce qu'on est vraiment tous différents. Après, il suffit de trouver la bonne personne avec la bonne connexion. Et effectivement, avec mon époux, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi épanouie qu'avec les 2 premiers. Et pourtant, voilà. Et comme dit mon époux actuel, il me dit j'ai beaucoup de chance, ils n'ont pas exploité tout ton potentiel. Vous dites beaucoup de choses, Michel. Alors, Aurore Mallet-Carras, il y a une idée comme ça très reçue. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Que les femmes communiquent mieux que les hommes dans leurs émotions? Alors, ça, c'est assez clair. Oui, je pense que tous mes
confrères sexologues ou psychologues ou psychothérapeutes le voient, les hommes sont pas très loquaces, ils sont pas très encouragés à aller regarder en fait à l'intérieur d'eux, reconnaître des émotions, les nommer, les communiquer. Vous êtes d'accord avec ma théorie qui se repose évidemment sur à la fois mon expérience et mes connaissances, c'est que l'homme quand émotionnellement il est touché, il va agir. La femme émotionnellement elle a besoin de parler. Si on généralise. Ça, c'est assez vrai. Ce que moi, je vois aussi beaucoup, c'est que les hommes n'ont pas beaucoup le droit à une grande variété d'expressions d'émotions. Et en général, tout va se basculer sur une modalité presque de colère, d'action, mais des fois un peu colérique. Et ils peuvent être tristes, ils peuvent avoir peur, ça va basculer sur de la colère. Nous, en tant que femmes, on a le droit à peu près toutes les émotions, surtout pas la colère. Si une femme, elle est en colère, attention, elle est folle, elle est hystérique, etc. Et là où une émotion est censée quelque chose, c'est quelque chose qui va nous mettre en mouvement. Ça, c'est plutôt de l'acquis, finalement. Alors c'est la culture qui nous amène qui nous éduque de cette manière aussi, justement, aussi genrée. Si on laissait les petites filles pousser leur crise de colère... Exactement, tout irait beaucoup mieux. Si les hommes, on les laissait pleurer, ça irait aussi beaucoup mieux. En fait, je pense aussi que le côté cérébral est très important parce que, en tout cas pour ma part, je suis je suis aussi cérébrale et mon époux me le dit. Il me dit effectivement. J'aime rentrer dans les méandres de ton cerveau parce que il dit quand je te dis des choses, je sais que tu imagines, que tu as déjà la vision et donc c'est vrai que de fonctionner, bien sûr il y a tous les sens, le toucher, le goût, mais aussi le côté intellectuel, pas pour lire des proses et autres, mais le côté Vous analysez avec votre cerveau ce qu'on vous dit, ce que vous observez, etc. Voilà, exactement. Et donc, du coup, même dans nos rapports intimes, on peut aller loin parce que l'imagination est là. Donc, je trouve que c'est bien aussi de stimuler le cerveau, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est tout la différence avec de l'érotisme. L'érotisme va aller stimuler l'imaginaire et évidemment que cette partie-là est absolument essentielle pour que le rapport devienne riche, intéressant et fertile, fécond. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas souvent, Michel, c'est que échanger dans la parole autre que des mots sexuels, c'est quelque part faire l'amour finalement. Mais oui. Parce que c'est une intimité psychique que vous partagez et qui donc renforce votre lien. Tout à fait. Votre précédente auditrice a dit quelque chose de très joli. Effectivement, des fois, on tombe sur des hommes avec qui on devient femme. Et moi, c'est le cas avec mon époux actuel. Oui, je suis vraiment devenue une femme avec lui. Ouais, tout à fait. Mais ça devrait être ça, hein, la relation de couple. Ça devrait être ça. On devrait rencontrer la femme ou l'homme qui nous permet de devenir femme ou homme. Au fond. Moi, je crois... Et j'aime bien cette idée que on devient adulte dès notre première relation sexuelle. C'est à ce moment-là qu'on quitte les parents et qu'on quitte son enfance pour devenir adulte. La sexualité, elle a ce but-là de nous construire dans notre identité sexuelle, donc dans notre identité de femme ou d'homme. Hein. Et vous voyez, ça va vous faire rire, mais mon premier époux, mon premier mari, quand il m'a rencontré, il m'a dit « Toi, tu seras la mère de mes enfants ». Et en fait, oui, effectivement, dans la réalité, j'étais la mère de son enfant, mais je n'ai jamais été son épouse. Sa femme. En tout cas, sa femme au sens... Voilà. Oui. Au sens... oui, j'ai bien compris. Voilà, j'étais la gentille maman qui s'occupait des enfants, de son intérieur. Oui, mais Michel, moi je reviens, comme toujours, je reviens à vous, parce que j'aime bien échanger avec celui ou celle qui me parle. Oui. À ce moment-là, vous n'étiez pas prête à être femme, vous étiez prête à être mère. Non, c'est ça, sûrement aussi, ouais. Et oui, il faut du temps pour devenir femme, Michel.
C'est là où il faut... Souvent vos auditrices, quand elles racontent leur parcours et qu'elles découvrent qu'elles peuvent avoir... de s'ébattre sexuellement à 60 ans ou même 65, j'ai entendu déjà des auditrices qui ont attendu sur le tard pour découvrir le plaisir, et en fait c'est ça, c'est dommage. Bah non, parce qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose quand on vieillit, Michel, sinon c'est pas drôle. Oui, bien sûr. C'est le Graal. Et il vaut mieux faire des enfants à 30 ans que de toute façon à 60 ans, hein, donc c'est pas si mal finalement. Clairement. Vous avez pris le bon chemin, Michel. C'est ça. Merci en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. On continue bien sûr avec Aurore Mallet-Carras. Venez justement nous parler de comment vous avancez dans votre identité d'homme, de femme, et si vous avez des questions à poser à Aurore Mallet-Carras, venez lui poser, elle est là, et profitez-en. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Aurore Mallet-Carras, autrice de ce livre Cerveau, sexe et amour. Vous donnez beaucoup de pistes de neurosciences pour bien comprendre ce qu'est l'amour, la passion, l'orgasme aussi. Donc c'est un livre assez grand public, je le précise. Donc si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, n'hésitez pas, ça s'appelle Cerveau, sexe et amour. Je le montre pour ceux qui seraient en train de nous regarder sur YouTube. Et nous continuons avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Aurore, bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Et alors vous êtes séparée de votre mari après 25 ans de vie, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est quelqu'un que j'avais rencontré jeune, j'avais 21 ans, on s'est marié à 25 ans, les enfants sont arrivés un peu plus tard, et du moment que les enfants sont arrivés, il s'est montré très traditionnaliste, très patriarcal, et au fur et à mesure, je suis devenue la femme à la maison, son bras droit à la maison, et un objet qui est pas un sujet, qui a son avis à donner. Et donc la discussion était difficile aussi, il fallait que je lui arrache les vers du nez. Et puis quand je demandais des changements de comportement, ça marchait une semaine, et puis après ça retombait comme avant, quoi. Oui, donc ça c'est quelque chose, j'imagine, Aurore, que vous entendez beaucoup dans votre cabinet, évidemment. Oui, bien sûr. La femme qui devient uniquement mère et donc qui est sujette au désir du père. Exactement. Et alors, je ne vais pas m'avancer pour dire que c'est votre cas personnel, madame, mais il y a quelque chose que je me permets de dire quand j'entends cette thématique-là. Il y a quelque chose qui est très très mal compris sur la question des violences faites aux femmes, c'est que la plupart des violences conjugales vont commencer quand la femme est mère. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup reprocher aux femmes des fois de dire pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie, moi premier coup, la première insulte, je m'en vais. Et en fait très souvent les femmes ne peuvent pas partir parce que elles sont mères. Donc ça c'est des choses qui sont à prendre très 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 au sérieux. Vous n'êtes plus avec cet homme, si j'ai bien compris. Alors, non, en fait, au bout de 20 ans de mariage, on a divorcé. Et en fait, moi, j'ai pas subi de violence physique, mais c'était constamment du rabaissement. C'est quand même, Sophie, je reviens sur le formidable livre de Jean-Charles Bouchoux, c'est des violences invisibles que vous avez subites. Oui, c'est ça. Il faut au bout d'un moment, j'ai perdu confiance en moi. Bien sûr. Je pensais que j'étais idiote, alors que après le divorce, j'ai découvert que non seulement je plaisais, parce que j'ai jamais eu de mots de compliments, même quand je m'apprêtais bien pour sortir. Voilà, mais votre ex-mari, il avait, j'imagine, une relation à sa mère très très complexe, c'est-à-dire qu'il avait une mère avec beaucoup de personnalité qui l'a un petit peu écrasée. Oui. C'est ça, hein? Je pense, oui, parce qu'à un moment donné, alors sa mère faisait du tennis, et à un moment donné, je vais au forum des associations, je regarde et je discute un samedi après-midi en disant
Le tennis, ça me plairait bien, pourquoi pas. Et puis il me dit, ah non, tu vas pas faire du tennis comme ma mère, elle passait tous ses après-midi au clubhouse. Vous voyez ? Oui, mais c'est toujours pas rien. On voit bien Aurore Mallet-Carras, c'est que cet homme qui a été un petit peu inhibé dans sa virilité avec sa mère, du moment où Sophie devient mère, pour éviter qu'il soit à nouveau écrasé, il l'écrase. Oui, enfin, je simplifie évidemment. Oui, mais il y a une anticipation de. Il y a une anticipation de sa peur, exactement. Il y a aussi peut-être le fait qu'il ait appris, lui, dans son enfance, un modèle qui soit écrasant et que parce qu'il a appris ce modèle-là, il va reproduire ce modèle-là sans avoir vraiment de manière d'arrêter la machine et de se comporter autrement. Je pense qu'il avait peur de l'image qu'il pouvait donner. En fait, je pense qu'il voulait une famille parfaite. Et donner cette image-là, et du coup, il est devenu tyrannique à ce niveau-là pour m'étouffer, me mettre un couvercle que je ne. Vous êtes un peu gentil. Vous êtes un peu gentil avec lui, Sophie, et ça va donc forcément m'amener une autre question. Et vous, pourquoi vous avez accepté si longtemps et sans vous rendre compte ? En fait, je le voyais pas. Je le voyais pas bien. Parce que j'étais centrée sur mes devoirs, en fait. Et de temps en temps, assez souvent quand même, il y avait des bons moments, les vacances, les week-ends. Bien sûr, et puis on a bien entendu qu'il n'était pas violent physiquement. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que vous aviez vous aussi dans votre enfance eu un modèle comme ça, ou en tout cas subi aussi l'obligation d'être soumise ? Oui, j'ai subi cette obligation. Il n'y avait aucune communication. Il y avait plein de choses dont je n'avais pas le droit de faire. Et à 21 ans, je suis partie de chez moi. Et c'est ça, c'est-à-dire vous quittez un foyer où vous ne pouvez pas vous affirmer pour épouser un homme qui ne vous permet pas de vous affirmer. Pour retomber dans le même schéma petit à petit, mais j'ai eu du mal à le voir parce que j'étais dans le monde des bisounours, on est une famille, un couple, et tout ce qu'on faisait était pour le bien commun. Alors justement, Aurore Mallet-Carras, ce qui est intéressant, c'est que là on voit l'importance du cognitif dans le témoignage de Sophie. Vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent justement ça ? Alors oui, je vous remercie beaucoup de ces témoignages parce qu'il est très important et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Le cerveau va aimer avant tout ce qu'il connaît. Il va d'abord aimer l'habitude. Donc, c'est plus sécurisant d'aller vers un mécanisme qu'on connaît déjà, même si ce mécanisme, même si cette éducation, même si cet environnement, il nous fait du mal, c'est plus sécurisant d'aller vers ça parce qu'on le connaît que d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est important d'avoir cette perspective-là, parce que, c'est exactement ce que vous décrivez. Vous êtes passé d'une famille où on vous demande d'être parfaite, d'être soumise, d'être très à l'écoute et de vous faire passer vous en dernier plan. Du coup, quand vous êtes dans un autre contexte comme celui-ci, pour vous, c'est la norme. Donc c'est très difficile de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et ce qui m'a plu à l'époque, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de digne de parole, qui tient sa parole, digne de confiance, voilà, et qui a des valeurs assez familiales. Donc je me sentais pas en insécurité au niveau de l'engagement. Oui, mais en même temps, il vous a permis de passer d'un schéma qui était votre modèle à un autre schéma qui correspondait aussi à votre modèle. C'était pas... Oui, voyez, concernant les valeurs, mais après, par rapport à l'enthousiasme et la légèreté dont j'ai besoin, la légèreté, elle n'y était pas, quoi. Et ni la communication. Mais il a fallu du temps pour que vous puissiez enfin réaliser que vous n'étiez pas heureuse, au fond, dans votre personnalité à vous. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir, c'est parce que au fur et à mesure des rencontres et des discussions que je faisais avec d'autres couples, je me suis dit qu'il y avait un problème dans mon fonctionnement et pourquoi moi, c'est pas comme chez les autres.
Quand je voyais d'autres femmes avoir beaucoup d'attention ou d'autres choses qui m'auraient plu d'avoir, c'est là que... et puis après, j'ai lu aussi des livres de développement personnel. Et tout ça m'a ouvert les yeux et au fur et à mesure, arrivé au fait que ça n'allait plus. Bah, écoutez, vous avez encore de belles années devant vous, hein, Sophie, pour profiter. Oui. Et c'est ce que je compte bien faire. Et maintenant, je sais ce que je ne veux plus, je pense. C'est très important. Bah, c'est déjà le début de la possibilité d'avoir ce qu'on veut, hein. Et aussi le regret aussi de pas avoir eu la lucidité de mettre un stop, un fonctionnement différent dès le départ. Et, non, Sophie, il faut pas. Ça, c'est un peu difficile à... Oui. Et c'est pour ça justement que j'ai commencé par expliquer qu'en fait c'est quelque chose de réellement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc on peut pas s'en vouloir de... C'est comme si vous disiez que je m'en veux d'avoir 5 doigts sur ma main. C'est vraiment naturel, normal de ne pas être capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a été votre modèle. On apprend à aimer. On apprend un modèle de famille. Et ça, c'est notre propre famille qui va nous le montrer. Et du coup, je pense que mon karma était de casser ce schéma hérité des femmes antérieures de la famille. Et j'ai cassé ce schéma avec ma fille, où je lui ai, avec beaucoup de discussions, d'estime d'elle-même à récupérer par rapport à son père qui l'écrasait aussi. Et maintenant, je lui dis, tu as des billes, tu as gagné peut-être 20 ans avec toutes les billes que tu as par rapport à se rendre compte de situations toxiques. Et puis, alors, bien sûr que vous avez aidé votre fille à ne pas répéter ce que vous avez vécu, hein, bien sûr, Sophie. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Sophie, c'est qu'à un moment donné, vous avez su vous libérer de votre karma, le vôtre. Et c'est ça dont il faut être fier. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut au contraire être fier d'avoir su à un moment donné changer votre karma. Parce que vous pourriez encore être la femme soumise à cet homme qui ne vous respecte pas en tant que femme parce que vous êtes la mère de ses enfants. Oui, du coup, j'ai pris ma liberté avec toutes les conséquences, difficultés financières, alors que j'étais dans une famille très cossue. A un prix, c'est vrai. Elle n'a pas de prix, voilà. Mais tout cas, si, elle a un prix. Elle a un prix, mais on peut pas avoir et la sécurité et la liberté. C'est ce que je ne cesse de répéter. Et vous avez raison de choisir la liberté, Sophie. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et bravo. Et bravo. Alors, on va continuer bien sûr après les infos avec vous, Aurore Mallet-Carras. On vous invite évidemment à témoigner au 0826 300 300. Et puis, comme tous les jours, une petite devinette. Oh, elle est assez mignonne celle-ci. Pourquoi, en ce qui concerne la reproduction, les femmes sont avantagées par rapport aux hommes Vous aurez... Oui, évidemment, ça m'étonnerait qu'on vous trouviez la réponse parce qu'elle est un petit peu curieuse, cette réponse. Mais en tout cas, je la donne après les infos et on vous attend au 0826 300 301 tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence, Yo. On continue à évoquer ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on est homme, qu'est-ce qui fait qu'on est femme. On va y revenir évidemment avec mon invitée Aurore Mallet-Carras, autrice de ce livre Cerveau, sexe et amour aux éditions Humaine Science. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi, en ce qui concerne la reproduction, les femmes sont avantagées ? Aucune idée, hein, évidemment. Alors, quelle peut être la réponse la bonne ? C'est tout simplement parce que lorsqu'elles sont enceintes, on leur caresse le ventre, on les félicite, mais personne ne caresse les testicules du mari en leur disant bien joué. Voilà, c'était ça la réponse, évidemment. Alors, la devise du jour, se tromper, c'est normal, nos erreurs sont nos maîtres. Alors, c'est vrai que on n'aime pas se tromper, on a toujours envie d'être parfait, etc. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence avec nos erreurs, notamment quand elles se répètent,
parce que évidemment ces répétitions d'erreurs, c'est ancré en nous et ça nous questionne. Et si on accepte de les reconnaître, ces erreurs, eh bien c'est là qu'on va avancer, qu'on va trouver qui on est et pourquoi on a ces mauvaises habitudes. Et on va pouvoir s'en libérer et avancer vers son soi véritable. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord, évidemment. Mais ça fait peur de se regarder en face. Ça peut être un peu difficile. Et donc, il faut accepter de se tromper et juste ne pas continuer à se tromper. C'est juste ça, la devise du jour. Alors, Aurore Malé-Carras, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez plus largement revenir. La question du genre, on en parle sans arrêt aujourd'hui dans les médias, à tort et à travers, j'ai envie de dire. Comment vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent ? Alors, je pense que déjà, c'est important de comprendre c'est quoi le sexe pour comprendre c'est quoi le genre. En biologie, la question du sexe, on y a répondu depuis très très longtemps. Le sexe, c'est simplement est-ce qu'on a des ovules ou des spermatozoïdes, est-ce qu'on a des gamètes différents, des cellules reproductrices différentes. Ça va amener à plein de réponses physiologiques différentes dans notre corps. Le genre, c'est qu'est-ce que la société va imposer aux individus en fonction de leur sexe biologique. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que c'est important de poser quand même que en science, c'est pas quelque chose sur lequel on revient, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait admis. Là où il y a des débats, c'est de savoir... Vous voulez dire le sexe biologique, c'est une vérité absolue, on va pas y revenir. Hein. On va pas y revenir. Par contre, la notion de genre, elle existe aussi. Ça a été admis en anthropologie, c'est quelque chose qui existe. La question va être de savoir comment le genre va influencer et jusqu'à quel point nos comportements, voire même nos paramètres biologiques. On peut changer des paramètres biologiques, comme par exemple des taux d'hormones, avec des comportements et avec par exemple des comportements culturels comme l'alimentation. Donc c'est là où il y a beaucoup de débats et c'est important de comprendre que il y a beaucoup de débats qu'on voit qui sont mal repris et il y a beaucoup de gens qu'on monte les uns contre les autres alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et en recherche, on essaie d'être un petit peu plus calme sur ces questions-là. Objectif. Par exemple, quel serait un débat qui montrerait à quel point on s'enflamme et à tort Je pense que le débat, c'est la question de la testostérone, qui est celui qui est remis constamment chez des féministes, chez des masculinistes, chez plein de gens qui n'ont pas du tout de connaissances biologiques, vraiment de science sur ces questions-là. Et en fait, la testostérone, c'est donc une hormone qui est produite par notre corps, qui est produite chez les hommes et chez les femmes. Et en fonction de notre alimentation, on peut avoir des taux de testostérone différents. Et alors déjà, d'un point de vue génétique, il y a de très très grandes différences interindividuelles. On va avoir des femmes qui vont naturellement avoir un taux de testostérone plus fort et des hommes qui vont avoir un taux de testostérone... En règle générale, les hommes en ont plus. En moyenne. En moyenne, il y a une différence, les hommes en ont plus que les femmes, tout à fait. Mais sur des individus, la science elle s'en fiche en fait des individus. Mais en cabinet, nous on a des individus. Dans nos vies privées, on a des individus en face de nous. Et donc c'est pas possible de faire des parallèles, de prendre un individu et de dire bon alors du coup ça va être comme ça qu'il est parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Sur les questions typiquement des sportifs de haut niveau, on peut avoir des changements de taux de testostérone important simplement parce que l'entraînement physique est pas du tout le même et l'alimentation est pas du tout la même. Et donc du coup, ça peut montrer justement comment... On sait par exemple que si on mange plus de protéines, on augmente son taux de testostérone. Par exemple. Vous êtes d'accord ? Exactement. Et le fait d'avoir aussi l'entraînement sportif va amener on aussi... se muscle plus, exactement. Et donc etc. Donc c'est important d'avoir cette perspective-là parce qu'on a tendance à penser parce que c'est biologique ou physiologique, c'est inné et c'est immuable et c'est figé et du coup on peut commencer à faire des projets sociétaux sur ça et on va se calmer un petit peu en fait. Oui, mais là je crois que vous avez été très clair et ça peut aider certaines personnes et encore une fois on sait qu'il y a des hommes qui ont plutôt un taux de testostérone tout à fait normal et qui pourtant ont des pannes d'érection. Bien sûr. Et exactement. Donc c'est pas non plus une science totalement acquise, innée et irréversible. Maëlle est avec nous. Bonjour Maëlle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Aurore. Bonjour.
Bonjour. J'ai écouté les messages des interlocutrices précédentes et en fait j'ai l'impression d'être un petit peu... je me suis retrouvée dans chacune de leurs parcours de vie amoureux et peut-être sexuel, et je dirais que pour avoir vécu la même chose que Sophie, j'ai effectivement découvert réellement le fait d'être une femme, en fait, par la rencontre que j'ai pu avoir avec le compagnon suivant. Et finalement, une dizaine d'années après, grosso modo, s'étant séparés, j'ai eu un autre compagnon. Et en fait, c'est drôle parce que ce qui s'est passé finalement, c'est que moi, en tout cas de ces témoignages et de ce qu'on a pu vivre ensemble, c'est que c'est moi qui l'ai rendu homme, en fait. Donc en fait, c'était joli de vivre ça parce que pas par orgueil, hein, loin de là, mais de finalement voir l'individu de genre différent du mien, pouvoir aussi avoir cette expérience de sa propre connaissance via la sexualité et ce sentiment d'être homme dans les bras d'une femme, si je puis dire. Donc voilà, je voulais témoigner de ça parce que je pense que voilà, pour en revenir aux différences, de ce point de vue-là, moi je trouvais qu'il n'y en avait pas, enfin que les hommes ou femmes ont pu ressentir ça en tout cas, a priori. Et d'autre part, je voulais dire aussi quand même à Sophie que pour avoir vécu un équivalent assez très inconfortable, d'avoir mis 15 ans à m'en rendre compte aussi. Et je suis complètement d'accord sur le fait que le mécanisme de reproduction du cerveau, sur ce qu'il connaît, s'opère, mais que pour autant c'est quand même un chemin vraiment personnel qu'il faut avoir sur ce comment dire. Et il faut s'y accrocher à sortir du cadre de la soumission. Parce que quand même à un moment donné, puisque je reviens au sujet, sur la deuxième rencontre que j'ai eue où cette personne qui m'a rendue femme à un moment, donc ça fonctionnait plus et en fait moi j'avais du mal à le quitter parce que justement je me sentais tellement femme dans la sexualité que j'avais l'impression que j'allais perdre quelque chose et au final aujourd'hui je m'interroge en me disant finalement est-ce que c'était pas encore un peu de la soumission mais finalement sur un autre plan. Enfin, sur ce plan de cette sexualité. Mais vous savez, Maëlle, d'abord, je voudrais rappeler que avoir envie d'être une femme soumise, pourquoi pas ? Il faut aussi laisser cette liberté aux femmes. Et si on est heureuse dans ce statut à un moment donné de sa vie, quel est le problème ? Vous êtes d'accord avec ça, Oui, Aurore ? je suis d'accord. C'est aussi important de voir qu'est-ce qu'on met aussi derrière le terme de soumission, parce que souvent, il n'y a pas du tout de soumission, c'est juste un rôle traditionnel. D'être femme au foyer, à la maison, etc. Et il n'y a pas de soumission. Même le terme de soumission, pour moi, des fois, n'a même pas lieu d'être. En fait, c'est un choix de modalité de relation et qui est valable comme tout autre, en fait. Oui, alors sur la construction familiale avec et puis j'ajoute juste excusez-moi et je vous redonne la parole. Et puis encore une fois, je le dis de temps en temps, c'est parfois beaucoup plus difficile et plus dur de quitter quelqu'un dans une relation où on n'est quand même pas violenté, battu, etc. C'est plus difficile que de rester. Donc il faut aussi être indulgent, il faut parfois du temps pour prendre le courage de partir. Oui, et c'est vrai que moi, quand j'ai eu ce courage, c'est quand même le mot. Enfin, de toute façon, c'était un peu un enjeu donc de survie. Donc voilà. Mais en conséquence, c'est passé des violences dites invisibles, justement plutôt dans l'expression et le rabaissement, aux violences physiques. Et là, pour moi, je me suis vraiment dit, là, non, ça va pas, c'est pas possible. Voilà, donc je pense que chacune, on est différente, ou chacun avec nos histoires, effectivement. Mais moi, je crois que il a fallu malheureusement, que ça arrive à ça pour que ça soit déclencheur chez moi de me protéger et de protéger mes enfants qui n'étaient pas très grands à l'époque.
Donc, voilà, ce que dit Maëlle, je reviens sur ça parce que c'est d'ailleurs on reçoit Michel Audoul demain et on parlera certainement de ça. On parlera justement des accidents de vie. Aurore Mallet-Carras, vous parliez du cerveau, du cognitif, etc. C'est vrai qu'il faut souvent une maladie, un accident pour que le cerveau réalise qu'il est temps de changer la donne. Hein. Il faut souvent quelque chose qui soit assez brutal, violent, entre guillemets, pour qu'il y ait un choc et qu'il y ait une réaction, en fait, parce que sinon on est en pilote automatique et il y a un confort dans lequel on va avoir naturellement tendance à s'installer. Oui, c'est sûr. Et par rapport revenir à cette idée de cerveau, moi je sais qu'après, donc quand j'ai rencontré mon deuxième compagnon, comme j'étais bien effectivement en dévalorisation de moi, comme il fallait, il a fallu vraiment que au contraire, que je bloque mon cerveau, que je me fixe que mes ressentis, que mes émotions, que mes sens, et vraiment que je contourne mon cerveau pour réussir au lâcher prise de cette expérience sexuelle absolument magnifique et qui a duré longtemps et harmonieuse. Mais finalement, ce cerveau, contrairement, je crois, à Michel, je crois qu'il comme quoi on fonctionne différemment, mais qui en a besoin pour imager, pour projeter. Moi, au contraire, je le figeais un peu. Par contre, il fonctionnait beaucoup avant et après. Ben oui, mais vous avez dit la chose essentielle, c'est que vous avez été dans le ressenti de votre corps, et je ne cesse de le répéter, lui, il ne mange jamais. Le corps ne mange jamais. Oui, exactement. Je répète la même chose aussi en cabinet, même en venant de neurosciences, justement, c'est très très important. En fait, la question des émotions en neurosciences, c'est vraiment d'abord un ressenti physique dans le corps, et c'est notre cerveau qui va poser une interprétation des mots, un vocabulaire dessus. Mais c'est ce niveau-là où des fois il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des erreurs ou des mensonges. Le corps, lui, il va vous dire si c'est la bonne direction à prendre ou pas. Voilà, donc écoutez votre corps. Merci Maëlle en tout cas de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aurore Mallet-Carras était avec nous et je vous invite évidemment à découvrir son livre Cerveau, sexe et amour. Ce sera une autre manière peut-être de voir l'amour et la sexualité, et peut-être que ça vous aidera aussi à mieux la vivre. Bonjour Arnaud. Bonjour Brigitte, bonjour Aurore. Bonjour. Alors, vous avez envie de témoigner sur justement ce que vous avez compris des femmes ? Je crois qu'il y a un vaste sujet. Du coup, oui, je pense qu'il y a différents points qui me semblent justes, en tout cas dans mon prisme et dans ma condition en tant qu'homme. Je dirais déjà, d'un point de vue hors relation, un peu concret selon mes expériences, c'est que je pratique du volley, encore du volleyball, et j'ai pu expérimenter sur une équipe homme et une équipe mixte. Et je dirais que les énergies sont vraiment différentes. On a déjà deux différentes catégories où on aura beaucoup plus de force dans une équipe masculine. Et là où j'ai passé le plus de temps, c'était dans une équipe mixte, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne homogénéité et quelque chose de beaucoup plus équilibré, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que je trouve que dans un courant de pensée qui est par exemple non-genré ou des choses comme ça, je trouve que c'est un peu un fait, je dirais, dans mon expérience, de réaliser qu'il y a deux énergies différentes, qu'après elles se complètent, qu'on est tous nuancés selon des tempéraments. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je me définis comme aimant un peu la force, aimant un peu ce côté masculin traditionnel. Et j'ai plus dans ma recherche, par exemple, d'une femme, j'aurais plutôt un attrait sur une femme sensible et gentille. Voilà, c'est un peu les deux
D'accord. Mais alors, je vais déjà demander à Aurore Malé-Carras de répondre. C'est intéressant. Donc, Arnaud parle bien de cette énergie plus forte ou plus douce, suivant que c'est une équipe mixte ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Alors déjà, j'ai envie de dire merci parce que je suis toujours très contente d'entendre des hommes prendre la parole et amener leur témoignage sur ces questions-là. Je pense que c'est important de pouvoir entendre aussi la parole d'hommes sur ces questions. Alors, ça, c'est toute la question de précisément, on peut même presque dire du genre, parce que les hommes sont éduqués à être dans la force, etc. Les femmes sont aussi capables de force, mais on nous bride dans cette expression d'une certaine forme de puissance. Mais après, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est c'est ce que vous préférez, en fait. Sur les questions, en tout cas, de sport, on sait qu'il y a des différences physiologiques entre les sexes biologiques, mais ces différences, elles peuvent être très augmentées, réduites en fonction des sports et en fonction des personnes aussi. Donc, cela étant dit, on sait aujourd'hui que quand il y a par exemple une transe dans une équipe féminine, donc dans une épreuve féminine, la transe a toutes les chances de gagner. Alors, ça va dépendre. Si on va regarder dans les détails, exactement, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en fait pas transsexuelles mais intersexes, qui sont passés pour trans auprès des médias et qui ne le sont pas. Il faut après comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont très très complexes. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va mettre aussi des fois dans les médias en avant certaines. Non, mais moi je parle pas des médias, je parle des enquêtes et des études que j'ai regardées. C'est quand même un avantage quand on est une trans par rapport à des femmes qui sont femmes. Eh ben, ça va dépendre des sports. Moi, j'ai vu exactement des trucs assez inverses. Ça va vraiment dépendre des sports. Ça va dépendre des sports d'équipe. Ça va forcément être un petit peu plus tempéré. Donc, c'est compliqué parce que typiquement, le sport à très haut niveau chez les hommes va en fait avoir un effet assez inverse. Ça peut amener à une réduction d'une testostérone. Et en fait, typiquement, l'exemple, c'est les cyclistes. Ils vont avoir moins de testostérone. Donc, il y a beaucoup de... Oui, mais là, je parlais évidemment d'une ou d'un trans, si vous voulez. On peut parler aussi d'un trans qui serait, par exemple, en athlétisme. Oui. Face à des hommes, je crains fort qu'il ait peu de chances d'être le médaille d'or. Enfin, alors, ça reste encore... En tout cas, j'ai pas d'exemple. Alors, il n'y a pas d'exemple, mais il y a tellement de questions complexes en termes d'intersexuation dans le sport que là, en fait, on est en train de mettre le nez dedans. Moi, ce que je vois, c'est que c'est très, très délicat et c'est vraiment très, 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 très complexe. Donc moi personnellement sur ces questions, à chaque fois que je mets le nez dedans, je me dis alors en fait il y a ça, puis en fait il y a un autre paramètre, puis en fait il y a d'autres. D'accord, vous prenez pas de position. Je peux pas revenons à Arnaud puisqu'il est avec nous et donc. Et donc je comprends tout à fait ce qu'il dit et c'est des choses que des personnes rapportent aussi. Et oui bien sûr. Il y a pas, je valide forcément ce qu'il dit, c'est un fait. Voilà. Mais Arnaud, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez une certaine douceur dans la voix, donc peut-être que vous vous retrouvez mieux avec des femmes qui sont douces. Belle analyse, merci beaucoup. Mais non, qui m'arrange. Je pense que l'homme accompli, oui, n'agit pas que sur sa force, mais sur son intelligence et sur sa sensibilité aussi. Je dirais juste que ce qu'a dit Aurore, où par exemple chez les hommes où ils sont bridés, donc du coup ils ont instinctivement peut-être plus envie de mettre leur force à profit. Alors je suis un peu d'accord, mais en même temps, je dirais que toujours pareil, dans un questionnement du genre et dans des générations jeunes pour la plupart, mais je trouve qu'il est intéressant de se poser la question où dans la nature, etc., on voit clairement par exemple un taureau différencier d'une vache par sa posture, par son gabarit, par sa force, et donc du coup bien sûr qu'on a bridé l'homme à être fort et à cacher ses sentiments, mais il y a aussi, je crois, quelque chose d'intrinsèque là-dedans, et encore une fois, qui peut s'avérer à peut-être une majorité, mais pas à une totalité. Donc c'est ok de retrouver un autre schéma comme on pourrait l'attendre, quoi.
Oui, ce que vous avez dit, c'est vraiment, c'est une majorité, c'est pas une totalité. C'est exactement ça, c'est exactement ce que disent, ce que dit la science également. En majorité, les hommes sont en moyenne du coup plus forts que les femmes, et c'est pour ça que l'important c'est vous, où est-ce que vous vous sentez bien en fait. Tout simplement. Et c'est peut-être la chance qu'on a en ce 21e siècle, en tout cas dans des pays comme la France, c'est qu'on peut faire le choix de ce qu'on a envie d'être, et c'est peut-être relativement récent dans l'histoire de l'humanité, et c'est peut-être pour ça que c'est si compliqué d'ailleurs. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup de cet échange. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil se muscler pour mieux faire l'amour. Et puis vous pouvez vous aussi réagir. Et puis ce sera notre débat du jour. Est-ce que les hommes ont plus de besoins sexuels ? On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors on va revenir sur ce sexe au conseil, musclé pour mieux faire l'amour. Et il y a un autre livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui n'est pas, c'est pas un auteur français, c'est pour ça qu'on ne le recevra pas. Il s'appelle Darian Leader. Ce livre s'appelle Qu'est-ce que cache le sexe ? C'est aux éditions Albin Michel. Le sous-titre, c'est Faire l'amour, c'est beaucoup plus que du sexe. C'est ce que j'essaye de répéter sans arrêt. C'est un livre vraiment que j'ai trouvé intéressant, et j'aurais peut-être aimé l'écrire. En tout cas, il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Qu'est-ce que cache le sexe ? Aux éditions Albin Michel. Voilà, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la sexualité, qui sont dans des métiers où on est à même d'en parler, je peux vraiment vous le conseiller, parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes, qui est assez complémentaire d'ailleurs avec votre livre, Aurore Mallet-Carras. Donc on voit quand même, et ça c'est peut-être le côté positif des choses, on voit qu'on essaye quand même aujourd'hui d'essayer d'avancer sur la compréhension de ce qu'est la sexualité, ce qu'est l'amour, ce qu'est l'être humain, hein, tout simplement, parce que je pense qu'un être humain, si on ne parle pas d'amour et de sexualité, ben, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors, revenons à notre sexo-conseil, musclé pour mieux faire l'amour. Voilà un petit secret, mais qui n'est pas un secret pour vous si vous m'écoutez régulièrement. Il y a deux muscles très importants dans la sexualité, les abdominaux et les muscles du périnée. Pourquoi ? Les abdominaux, parce que ça permet d'avoir un bon coup de rein et de tenir une posture sans trop de difficultés, hein, et sans se faire mal au dos. Vous êtes d'accord, Aurore ? Ah oui. Hein, on est d'accord. Et quant aux muscles du périnée, ils sont essentiels puisqu'ils sont responsables de la bonne qualité de tenue de nos organes sexuels, de nos organes tout court d'ailleurs, puisque c'est un peu le plancher pelvien, hein, qui tient notre ventre. Et donc il existe des exercices pour les tonifier. Il y a des jouets évidemment adaptés aussi. Donc ce sexo-conseil vous conseille de bien comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, je vous conseille, par exemple, à un moment où vous êtes seul, sans personne, de poser tranquillement votre main entre vos cuisses et de remonter tranquillement jusqu'à cette zone périnéale. Et vous posez votre main, je dis bien poser, hein, sans aucune autre intention, et ressentez ce qui se passe en vous, les émotions qui viennent, et essayez de communiquer avec ces impressions. Laissez libre cours à tout ce qui se passe dans votre tête. Peut-être vous aurez des pulsions, peut-être des sentiments désagréables ou des sentiments d'amour extraordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, vous serez peut-être en relation avec cette sexualité qui est votre puits sans fond. Peut-être que ce sera quelque chose de très froid, ou au contraire un océan déchaîné. Et cette visualisation de ce que vous ressentez, ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre où vous en êtes dans votre relation à votre corps et à votre sexualité. Voilà, c'est un petit exercice tout simple, mais qui n'est pas si simple que ça, parce que c'est compliqué d'être vraiment dans le ressenti de son corps, hein. On vient d'en parler d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, notre débat du jour, c'est Isabelle qui va devoir convaincre Hervé. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci Isabelle d'être avec nous. Donc vous pensez que oui, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Mais nous avons Hervé qui n'est pas d'accord. Bonjour Hervé. Bonjour Aurore et bonjour Brigitte. Bonjour. Et Isabelle.
Oui, bonjour Hervé. Et bonjour Isabelle, oui. Alors Isabelle, qu'est-ce que vous allez dire à Hervé pour le convaincre? Eh bien que, effectivement, alors, je vais pas faire une règle générale, bien évidemment, mais quand même, je trouve que les hommes c'est un peu la première chose qui intervient. Alors voilà, moi je dis ça parce que je suis un peu dans une recherche. Non, je cherche pas, mais j'aimerais rencontrer l'amour. Et les dernières rencontres, c'était vraiment porté sur tout de suite faire l'amour, l'acte sexuel. Alors que j'ai beau dire que j'ai besoin d'être apprivoisée, que j'ai besoin de temps, eh ben non, les hommes ne l'entendent pas comme moi j'aimerais qu'ils l'entendent, et du coup ça me ferme beaucoup. Hervé, qu'est-ce que vous dites à Isabelle? Que si moi je parle de pour moi, je laisse le temps à mes différentes rencontres, à mes différentes conjoints on va dire de l'apprivoiser pour pouvoir, on va dire, aller plus loin. D'accord, voilà, mais quand même dans le but d'avoir une relation sexuelle, donc on est bien d'accord, Hervé. Ah ben si, je vais dire, s'il y a affinité, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, la question que je vous pose, Isabelle, pour vous, une relation d'amour, ça pourrait être une relation sans sexe? Non, du tout. Non, d'accord. Non, bien sûr que non. Mais d'abord d'amour. D'abord d'amour, de sexe ensuite. Je pense que l'un va être difficile. Enfin, non, je sais pas si l'un va sans l'autre, en fait. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est que je pense que moi, je sais que je n'arrive pas à faire à dissocier les deux. Une relation sexuelle. J'ai essayé, parce que voilà, je voulais savoir aussi ce que je ressentais. Mais c'est vrai que, alors peut-être que c'est plus le moment pour moi en tout cas, j'ai plus envie de ça aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'une relation pleinement épanouie, donc à la fois sur le plan de l'amour et le plan sexuel. Et je pense que voilà, et je trouve que le plan sexuel arrive un peu trop tôt, trop vite, trop fort, et j'ai besoin de plus de temps peut-être. Enfin, en tout cas, d'être apprivoisée, ça c'est sûr. On faisait une émission il y a, je sais pas, c'était il y a 15 jours, je crois, avec. Je vais dire, c'est tout à fait. Oui, allez-y, Hervé, pardon. Oui, allez-y, Hervé. Voilà. Hervé, allez-y. Voilà, on vous écoute. Oui, mais je vous entends, vous m'entendez pas? Si. Bon. Allô. Mais vous dites allô, alors je vous dis continuez. Non, mais voilà, je pensais qu'il y avait une coupure de téléphone. Non, mais je pense que sincèrement, oui, il faut être il faut être à l'écoute. Enfin, pour moi, un partenaire. Après, il y a certaines femmes qui ont envie beaucoup plus vite que d'autres. Moi, je reste à l'écoute. Voilà, je suis pas dire on a plus envie de sexe tout de suite. En général, oui, mais il y a des femmes qui ont envie de sexe assez rapidement aussi. Donc voilà. Oui. C'est les besoins de chacun. Alors, pardon, c'est pas que j'ai pas envie de sexe, loin de là. C'est que j'aime pas quand ça arrive comme ça. D'abord, il faut d'abord. Voilà. Oui, des sentiments, ou en tout cas une approche de discussion, d'apprendre un petit peu à se connaître. Oui, mais enfin, moi je pense qu'Isabelle a raison dans l'absolu, et dans un certain sens, Hervé, on voit que vous êtes un homme prévenant, donc oui. je pense que c'est. Qu'est-ce que vous dites, Aurore Malé-Carras? Je suis assez d'accord avec ça, en fait. Il y a aussi la question j'étais en train de vous écouter, j'étais en train de me dire, il y a aussi des hommes qui savent pas faire aussi, tout simplement, et qui vont être un petit peu, qui vont pas être aussi prévenants que vous, monsieur. Donc c'est aussi ça qui est peut-être à prendre aussi en compte, parce que
c'est peut-être pas nécessairement que les hommes peuvent avoir plus de besoins ou de désirs, c'est parce que souvent les gens confondent beaucoup les deux. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne savent pas faire avec les femmes dans la rencontre. Oui, mais c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez, Aurore Mallet-Carras, qu'en règle générale, dans un couple, l'homme aurait plus envie d'avoir beaucoup de rapports sexuels que la femme ou pas Alors, à titre très personnel, moi, je vois tout. Et je vois des choses qui vont changer au cours de la vie. Quand les gens sont jeunes, ça va plus être le cas. Et je vois plus, on va dire avant la quarantaine, c'est plus l'homme qui va être plus demandeur. Par contre, c'est un petit peu ce qu'on avait aussi un peu eu tout à l'heure, des femmes qui vont s'épanouir beaucoup plus tard. Et c'est dommage parce que c'est là où les hommes perdent des capacités érectiles ou ont aussi, des complexes ou ont moins envie. Enfin voilà, donc du coup, je pense que si on fait un lissage sur tout au long de la vie, je pense qu'on a égalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a encore beaucoup de tabous sur la sexualité après 60 ans, par exemple. Et quand on entend des femmes, elles vont dire, en fait, elles ont des fois plus envie. Monsieur, il suit pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et merci Isabelle, merci Hervé. Bon, a priori, je crois que vous pouvez vous rencontrer. Vous vous jetterez pas dessus comme des bêtes et ça devrait pouvoir coller, tous les deux. Bon, allez, on fait une petite pause. Merci. Et puis on va conclure dans un instant avec Aurore Mallet-Carras sur ce sujet tellement complexe. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui avec Aurore Mallet-Carras. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences cognitives et également sexologue, ce qui évidemment explique ce livre Cerveau, sexe et amour aux éditions Humaine Science. Vous avez eu envie donc de parler au grand public. Je précise, c'est un livre qui se veut grand public, et vous avez eu envie d'expliquer tout ce qui peut se passer. Alors, j'aime bien parce que vos têtes de chapitre sont très révélateurs. Par exemple, vous dites hommes et femmes, si loin, si proches. C'est-à-dire qu'on est à la fois différents, mais en même temps pas tant que ça, quoi. Ah non. Et c'est là où toute la question de l'inné et de l'acquis prend de l'importance en ce 21e siècle, parce que on a voulu pendant longtemps, peut-être parce que c'était plus simple pour que la société fonctionne, les hommes étaient comme ça, les femmes comme ça, et il n'y avait pas de question de genre. Oui. Cette question d'inné et d'acquis, elle est très très importante. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment combler en fait un espèce de fossé qui existe entre le monde de la recherche académique, qui fait un peu son truc un peu dans son coin, et le grand public, parce que pour nous, l'inné et l'acquis, c'est ce qu'on dit beaucoup, c'est 100% d'inné, 100% d'acquis, et les deux sont constamment entremêlés en fait. Et sur la question différence hommes et femmes, c'est un grand débat. La science est capable d'amener quand même des réponses, mais de comprendre pourquoi, à quel moment ça va être, ça va s'exprimer de cette manière-là, pourquoi on va avoir telle ou telle différence, c'est beaucoup plus complexe. Alors il y a un chapitre sur lequel j'ai envie de revenir aussi, qui s'appelle Apprendre à aimer. Oui. Et ça, c'est là évidemment le grand sujet de cette émission. Au fond, on apprend à aimer déjà dès sa naissance. Oui, c'est important de comprendre que c'est aussi un apprentissage. Et ce que vous disiez très très bien tout à l'heure, c'est quelque chose de cognitif. On apprend à aimer, même j'avais envie de dire presque dès qu'on est dans le ventre de notre mère, en fonction de ce qu'elle a reçu, de comment se passe sa grossesse. Va y avoir aussi un background génétique qui va prédisposer à telle ou telle propension d'activité, de maladies aussi, qui vont aussi intervenir dans nos rapports à l'autre et dans nos rapports avec notre propre corps. Et évidemment, la relation qu'on va avoir avec nos parents et notre famille vont laisser des traces très très marquantes dans notre cerveau et vont nous donner un modèle de relation sur lequel on va s'appuyer. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de la personne qui nous a qui est venue nous appeler. Ça va laisser des marques et
Des choses sur lesquelles on va reproduire ou pas plus tard. Vous parlez évidemment des 3 types d'attachement de base, sécure, évitant ou ambivalent. Ouais. Par rapport à cette phrase que je répète souvent, c'est pas moi qui l'ai inventée évidemment, pour bien aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense que c'est important. C'est évidemment très très important de s'aimer soi-même. Après, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit aussi. Ce que ça signifie, oui. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, ça devient, c'est un peu assez vite abyssal. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est déjà se comprendre. Comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos limites. On l'a vu tout à l'heure avec les témoignages. Quel type de relation on a envie de faire, parce que toutes les modalités de relation existent aussi. Et c'est une fois qu'on aura cette connaissance qu'on pourra pouvoir échanger avec un autre ou une autre, et du coup avoir quelque chose à lui dire et être en capacité de proposer quelque chose à faire en commun. Et alors justement, quand on ne s'aime pas assez, quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que ça risque de donner dans notre domaine amoureux, dans nos relations? Alors c'est là où ça devient compliqué, et moi je reviens sur le comprendre, se comprendre soi-même, parce que des fois on se ment à soi-même aussi. Donc on va se dire qu'on va se raconter l'histoire qu'on s'aime, et en fait on se raconte des histoires, on s'aime pour des mauvaises choses. Et je pense que la première chose que ça peut amener, ça va être de se mentir à soi-même, mais aussi de se mentir à l'autre, et de construire des relations qui sont pas authentiques, qui sont faussées, et qui peuvent dériver vers des modèles violents. Bien sûr. Et puis, vous faites la différence, puisque vous parlez à un moment donné de la passion, enfin vous faites la différence évidemment entre la passion et l'attachement. Alors ça, c'est un grand sujet actuellement en neurosciences. On aimerait bien avoir évidemment la réponse, et j'aimerais bien venir et vous faire une réponse toute belle, et qu'on puisse repartir avec quelque chose de très précis. En fait, ce qu'on va avoir tendance à dire, là où on en est aujourd'hui en neurosciences, c'est que la passion, ça va être vraiment l'engouement du départ, avec plein d'hormones, et notamment des hormones, même des hormones d'adrénaline liées au stress, et donc du coup on est très euphorique et très dans l'action justement. Mais l'attachement va être plus posé dans une perspective de biologie. Ça va être on va pouvoir se poser pour avoir un enfant, construire un projet. En général, on reste quand même des animaux, procréer et pouvoir élever un enfant en sécurité. Bien sûr. En tout cas, notre cerveau nous joue des tours. Et c'est peut-être ce qui est important pour essayer justement de ne pas tomber dans le piège des tours qu'il nous joue. Et quel conseil vous pourriez donner? Ça, je pense que le conseil, c'est pour éviter ces tours, donc ces biais cognitifs que le cerveau va nous jouer. Je pense que la curiosité, le fait de continuer à avoir envie d'apprendre, de pas penser que ce qu'on connaît c'est acquis, ou qu'on a compris parce qu'on a lu un seul livre sur cette question, c'est important de rester alerte aussi aux personnes qui pensent pas comme nous, pour essayer de comprendre peut-être, ou d'apprendre de nouvelles choses en fait. Et nos croyances, nos biais cognitifs évidemment sont nos pires ennemis, et en même temps ça nous rassure, mais quand on en a et qu'on s'y accroche, c'est peut-être parce que tout simplement on a peur. C'est vraiment parce qu'on a peur. Le changement est quelque chose de difficile, et puis ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on n'aime pas avoir tort. On n'a pas envie de perdre la face. Donc, on va s'y accrocher, mais c'est là où, justement, on peut se mettre, en danger, avec des guillemets ou pas de guillemets, dans des relations qui nous font du mal, qui vont abîmer notre estime de nous-mêmes. Et puis, il y a une chose, on parle beaucoup de l'inné et de l'acquis avec vous, Aurore Mallet-Carras. Moi, il y a une chose qui me touche beaucoup. On voit, bien sûr, et tant mieux d'ailleurs, il est plus facile aujourd'hui de se séparer si le couple ne fonctionne pas, etc. Et en même temps, j'ai un peu l'impression que beaucoup de couples se séparent peut-être parfois un peu trop tôt, ou en tout cas pour de mauvaises raisons. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet qui est un sujet quand même très essentiel, parce que c'est dommage de se séparer s'il y a encore moyen d'être bien, et puis de se séparer pour se retrouver seul et pas réussir à retrouver quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent? C'est en effet un grand sujet. C'est important de se laisser cette place de réparation, et de pas
tout jeter d'un coup. Je pense que c'est vraiment important que les personnes puissent aussi envisager de se remettre elles-mêmes en question. Si on veut ne pas se séparer, il faut aussi comprendre que ça va demander du travail. Ça va demander de se remettre en question, de se regarder en face, d'accepter qu'on a eu tort. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois très, très difficile. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a plein de fois où il y a des situations qui auraient pu être évitées. Première chose que j'ai envie de dire, c'est d'aller pousser la porte d'un cabinet oui, bien sûr. Beaucoup plus tôt, parce que ça, c'est quelque chose que nous, on retrouve beaucoup, c'est qu'on arrive pour constater les dégâts. Trop tard, les gens viennent beaucoup trop tard en consultation de couple, et ça c'est vraiment dommage parce que ça m'arrive très souvent et mes collègues aussi d'avoir des personnes qui me disent mais si vous étiez venu il y a 2 ans, on aurait pu réparer. Oui. Donc pas attendre. En fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait presque venir dès que à la première crise qui n'arrive pas à être dépassée dans les 3 mois, et il faudrait aller consulter. Exactement. Pour avoir une tierce personne qui met à plat, si je puis dire, et qui fait un vrai bilan du couple. Oui. Parce que, et ça c'est très très humain, c'est plus facile d'accuser l'autre que de se remettre en question. Ah ben, ça fait partie des biais cognitifs, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et qu'est-ce que vous diriez au couple, à partir de quel moment on peut se mettre ensemble sans être trop sûr de se tromper, même si bien sûr un amour n'est jamais une certitude durable, parce qu'on se rencontre, on est tombé amoureux, est-ce qu'on se met ensemble tout de suite, est-ce qu'on attend, combien de temps ? Alors, il y a des choses qui sont quand même sorties dans les recherches assez récentes qui sont très utiles. C'est qu'en fait, on voit que des personnes peuvent garder une espèce de masque, une espèce de façade jusqu'à 3 à 6 mois. Donc moi, je recommande vraiment d'attendre minimum 6 mois pour voir vraiment si la personne n'est pas en train de jouer un rôle, n'est pas en train de nous jouer du pipeau, nous raconter des belles histoires, nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et en fait de voir en fait... est-ce que ce qu'on a en face de nous, c'est durable, c'est solide? Si ça tient 6 mois, on peut s'engager un peu plus. Avant 6 mois, doucement. D'accord. Donc là, c'est une vraie réponse très claire. Voilà. On se rencontre, on attend au moins 6 mois avant de déménager, d'habiter ensemble, même si c'est évidemment pas une certitude non plus que ça aille bien évidemment. Et combien de temps avant d'avoir des enfants ensemble? Alors ça, c'est très variable parce que là, pour le coup, la science, elle n'a pas tranché. Parce que c'est fou le nombre de couples qui, après les enfants, se séparent. Enfin, on voit que c'est quand même un vrai problème de couple. Peut-être pas répondre en termes de temps, mais je vais répondre plutôt en termes de quoi on a discuté avant. Parce qu'on a beaucoup, c'est des personnes qui n'ont pas du tout discuté du modèle éducatif qu'ils voulaient donner à leurs enfants. N'ont pas du tout discuté des sujets qui fâchent, qui vont être l'argent. Comment est-ce qu'on va gérer quand il y a des différences de culture, par exemple, les différences de culture. Alors ça, moi, c'est un sujet que j'adore, mais c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on va gérer la belle famille, etc. Donc de s'asseoir autour d'une table et de poser réellement, concrètement, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on est aligné. C'est peut-être pas nécessairement en termes de temps, mais par contre c'est ce qu'on retrouve, c'est que les gens passent cette étape parce qu'ils sont amoureux, parce que ça se passe bien, parce que l'autre est sympa, on a des valeurs communes, mais en fait on reste trop dans les valeurs et pas assez dans le concret. Le désir d'enfant ne fait pas vérifier si on a les mêmes valeurs, justement. Oui, ou alors les valeurs c'est bien joli, mais c'est pas concret. Et ce qu'on disait, rester dans son corps, il faut aussi être sur le plancher des vaches et essayer de voir si on a les mêmes rapports à l'argent. Vivre en couple, c'est aussi quelque chose de très concret. Eh bien, vous avez beaucoup de réponses dans ce livre, Cerveau, sexe et amour. C'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup, Aurore Mallet-Carras. Merci à vous. Demain, on sera avec Michel Odoul, que vous connaissez bien, et on va essayer de mieux comprendre quand il nous arrive un accident, que signifie une fracture, une entorse, un lumbago. Qu'est-ce que nous dit le corps dans tous ces actes manqués? Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Je vous dis à demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.